Hé, Goulven. Alors? Ah. On est prêt. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Donc on se retrouve pour parler de Thérapie manuelle. Ça va Goulven? Donc on va parler de thérapie manuelle, sujet qui nous tient quand même à cœur. Particulièrement à cœur. Hein. C'est quand même notre croyance viscérale en kinésithérapie pour nous. On est convaincu que et l'efficacité en kiné relève quand même beaucoup de la thérapie manuelle et qu'en même temps notre avenir est dans la thérapie manuelle. Alors, ce qui est cool, c'est que on n'est pas tout seul et que c'est pas une croyance dans le sens où, là je vais me faire des amis, mais je suis parti, 100% du matériel que vous voyez là en vente, 100%, n'a pas quelque chose qu'à la thérapie manuelle, c'est-à-dire une recommandation de classe A dans le JOSPT sur tout ce qui est guidelines en lombalgie chronique, aiguë et en cervicalgie. Voilà. Donc, conclusion, d'après un grand pôle d'experts, ça marche. C'est pas nous. Voilà. C'est pas parce qu'on en vend, en fait. C'est pas parce que nous, on en fait, en tout cas. Alors, est-ce que tu nous parlais un peu de ton parcours, Pierre? Depuis quand tu fais de la thérapie manuelle? Alors, moi, j'ai eu mon diplôme de kiné il y a bien longtemps, c'est-à-dire en 2005, avec une insatisfaction complète. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à recevoir mes patients, j'avais qu'une seule certitude, c'est que je savais absolument pas ce que je faisais. C'était dramatique. Et assez rapidement, j'ai essayé de combler ce manque, et ce manque m'a amené à m'intéresser à la thérapie manuelle avec ce qui allait devenir ITMP. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le bain. J'ai eu ma phase ostéo, je me soigne, ça se passe bien, mais voilà. Donc, et cette thérapie manuelle, elle s'est progressivement intégrée dans mon cursus, et elle s'est intégrée dans ma prise en charge, ce qui fait que maintenant, on va dire que 50% du temps de mes consultations, qui ne sont pas de l'évaluation, comportent de la thérapie manuelle, et globalement 100% de mes techniques passives sont de la thérapie manuelle. Bon, alors moi, c'était en 98 où je suis sorti de l'école et que je me suis trouvé assez nul aussi. Et j'ai enchaîné, pareil, directement à l'époque sur ce qui existait. Et ce qui existait à l'époque, c'était ostéo. Alors d'ailleurs, avec Robert Nico, qui était là tout à l'heure, qui a été mon prof d'ostéo principal en 98-2004, et qui a 85 ans et qui était là encore aujourd'hui, bon pied bon oeil. Et on a regardé... Enfin, derrière, on a contribué à l'école d'ostéo de l'EFOM. Et puis, après, au bout d'un an et demi, j'ai choisi de quitter pour des raisons diverses. Et dans la foulée, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, on a dit, il y a sûrement une voie intermédiaire entre la kiné d'IFMK, dont on n'est pas complètement content, de l'ostéo qui a quand même certains côtés un peu parfois ésotériques, marabout, guérisseur et tout, qui n'est pas notre croyance. Et finalement, ça a été d'essayer de faire le tri. Alors c'est prétentieux, hein, mais de garder le meilleur de ce qu'on avait dans l'ostéo, de jeter ce qui n'était pas bon, de garder le meilleur de la kiné et de mettre un peu de côté ce qui était moins bon, et d'essayer de se faire une voie. Voilà. Et puis, c'est devenu la thérapie manuelle, qui à l'époque n'avait pas tout à fait ce nom-là quand on l'a créé. Enfin, on est dans une voie intermédiaire. Aujourd'hui, c'est bien clair. L'IFOM te traduit bien ça, la littérature traduit bien ça. Et du coup, pour nous, c'est le complément un peu idéal de ce qu'on fait en kinésithérapie quand on veut aller plus loin et être plus efficace. Donc peut-être qu'on pourrait commencer à parler de la technique reine, c'est-à-dire celle qui va finalement prendre 90% des revues, des articles, etc., qui est sur de la manip. Et donc peut-être qu'on pourrait commencer à parler de manip, de ce que c'est qu'une manip et de ce que ça fait comme impact sur les symptômes et de ce que ça fait dans la vraie vie en fait. Allez, alors, juste pour info, Pierre est donc donc moi je suis le directeur d'ITMP, et Pierre est donc mon responsable de la thérapie manuelle, responsable scientifique, pédagogique du sujet. Donc c'est lui qui se fade toutes les études, tous les trucs, qui fait cette veille de fond, et qui derrière nous dit
globalement comment on doit faire évoluer notre enseignement en fonction des dernières données de la littérature, ce qui ne change pas forcément la technique qu'on réalise, mais plutôt la compréhension qu'on en a ou pourquoi on l'a fait ou quel effet elle peut avoir. Et il n'y a pas longtemps, tu nous avais dit, finalement, la manip vertébrale, c'est comme un Doliprane. Oui, la manip vertébrale ou la manip en général, c'est un Doliprane mécanique. C'est-à-dire que vous allez créer une afférence, c'est-à-dire que l'accélération va créer une vague d'informations. Cette vague d'informations va être traitée par le système nerveux et finalement, ça va avoir une action principale, c'est l'antalgie. Et après, vous aurez aussi un gain de mobilité, mais déjà quand vous avez de l'antalgie, vous aurez cette mobilité qui est facilement explicable. En fait, plus ça va, la technique est la même, hein, c'est-à-dire que globalement, on serait téléporté chez Steele, et qui est le fondateur de l'ostéo, et on ferait exactement la même manipulation que maintenant, en fait. C'est juste que l'explication a beaucoup changé. Si on vous a inculqué que l'idée qu'une technique de manipulation est en fait une modification de la position de l'os ou de l'articulation, sachez que ce n'est pas du tout étayé par la littérature. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gars et de nénettes qui sont manipulés tous les jours. On n'a jamais constaté le fait qu'un os avait changé de place. C'est un peu le Dahu, quoi, le truc que tu trouves jamais. Même le monstre du Loch Ness, on l'a moins cherché. Donc globalement, c'est pas cette explication-là de changer la position, elle n'est pas possible. Et du coup, le corollaire, c'est que ça ne sert à rien d'aller chercher effectivement le relief osseux qui justifie la position. Vous savez pourquoi ? Ouais, parce que c'est super pas fiable. C'est de la palpation. La palpation sur le corps humain, c'est méga pas fiable. Donc en fait, on va plutôt se baser sur la facilité à faire une action, l'algie, et ensuite on va faire notre technique qui va déclencher de l'antalgie. Et cette antalgie, ce qu'il faut savoir, que c'est comme un Doliprane, ça dure qu'un certain laps de temps. Donc il faut en tirer le meilleur profit. Et du coup, pour tirer le meilleur profit, on va faire de l'actif. D'où notre fameux triptyque libérer, maintenir, entretenir, hein, qui est d'abord je libère pour libérer un peu la mécanique et libérer de la douleur. Et comme j'ai cette phase qui n'est forcément un peu que temporaire, derrière, je vais pouvoir enchaîner sur de l'actif, sur le fait de retrouver le mouvement. Alors, plein de fois, il va même le retrouver tout seul, le mouvement, et je ne suis pas forcément obligé de lui donner toujours un programme d'exo avec une posologie, un truc hyper spécifique. Mais on peut comprendre que si en plus on lui donne un programme d'exo, ça pourrait être potentiellement encore mieux. Mais il y a aussi un certain nombre de patients qui ont une douleur aiguë, qui ne dure pas depuis très longtemps. Vous la libérez et quelque part, parfois le libérer peut suffire et lui va retrouver son mouvement un peu naturellement en fait. Voilà. Et puis d'autres, il faudra lui donner un mouvement, du complément, de l'actif un peu particulier. Pour compléter ce que vient de dire Pierre, on a un peu deux portes d'entrée malgré tout. On a une porte d'entrée sur la mobilité, le gain de mobilité, ou en tout cas évaluer une perte de mobilité et d'essayer de retrouver un gain de mobilité. Et puis on a une deuxième porte d'entrée qui est la modulation du symptôme. Voilà. Et on est toujours un peu entre les deux. Alors on se disait là avec Pierre avant que vous arriviez, finalement, je pense qu'on traite plus de 80% de nos patients avec 5 techniques. Si vous voulez, je pense qu'on pourrait même se mettre un challenge d'aller les montrer en moins de 8 minutes. Ouais. C'est vraiment simple, en fait. Mais je pense que la formation en thérapie manuelle, la base, elle n'est pas technique, en fait. La technique, c'est une toute petite partie. Vraiment, l'appui principal de la thérapie manuelle, c'est l'évaluation et le diagnostic. Et ça, c'est souvent compliqué à structurer pour un kiné. Voilà. Dans notre formation, l'idée principale, c'est d'abord de réfléchir et après d'agir. Et la réflexion est vraiment souvent ce qui vous demande le plus de temps et qui demande beaucoup plus d'infos. Une manip, vu la quantité de fois où on a un patient en main, on est déjà assez performant pour aller générer 360 degrés de contraintes sur plein de grades de contraintes. Donc finalement, c'est ce double aspect mécanique et modulation de symptômes. 80% du temps, moi je prends le schéma qui m'est le plus facile dans ma pratique quotidienne, qui est quand même vraiment la mobilité, mes techniques de levée de tension et de mob articulaire, qui sont le premier truc. Voilà.
Après, quelques cas où je vais aller faire du neurodynamique parce que c'est plus compliqué. Alors, dans les trucs que je n'ai pas montrés pour ceux là que j'ai vus tout à l'heure à côté, techniques de trigger point et de dry needling aussi qui sont quand même aujourd'hui une mine d'or pour améliorer la symptomatologie des patients. Hein. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de magie. Ça marche dans les syndromes douloureux myofasciaux. Mais quand vous avez un vrai syndrome douloureux myofascial, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà. Et là, je rejoins Pierre, bien mieux pour moi que de l'électro, que du chaud, que du froid, que de la T-card-thérapie, que de tout ce que vous voulez. Je pense que c'est clairement le traitement et le plus rapide et le plus efficace, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, si on revient sur de la manip, en fait, c'est que du coup, vu que l'effet est antalgique, finalement, vous êtes plus limité à l'articulation. Vous avez un patient qui a une sensibilité finalement d'origine neurogénique, il a une sciatique, il a finalement une névralgie cervico-brachiale. La littérature et la pratique, je pense, quotidienne nous montre que quand vous les manipulez, ils vont mieux tolérer, ils deviennent moins mécanosensibles, ils vont être moins déchargés. Pourquoi ? Pas parce que vous avez augmenté le calibre du trou de conjugaison ou quoi que ce soit. Mais cette manipulation a généré de l'antalgie et a désensibilisé votre système nerveux. Donc il tolère plus. Et là, du coup, dans ces cas-là, ça vous donne une marge de manœuvre pour aller introduire de la neurodynamique. Vous pouvez le compléter en plus par du trigger si vous avez du système musculaire. Et puis, du coup, ça vous donne une marge de manœuvre. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, ma technique d'appel, c'est la manip. Je fais très peu de levée de tension et je fais globalement, quand j'ai quelque chose à faire, si je veux libérer de l'antalgie vite, c'est-à-dire que si vous me dites, attends, j'ai 10 minutes, là j'ai mal, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Je vais vous manipuler. Et c'est vraiment la technique pour moi la plus simple. C'est pas contraignant. Une manipulation, ça ne crée pas de contrainte réellement. C'est une accélération. Et donc c'est facile à mettre en place. Alors Pierre peut même rajouter que il n'y a pas besoin qu'il y ait une perte de mobilité pour qu'il manipule, mais exactement en complément, en disant finalement, juste parce qu'il le prend comme un Doliprane. Et donc, on peut même rajouter à ça, et la littérature le dit bien, qu'on peut en manipulant plusieurs fois et à différents endroits, c'est comme si vous mettiez plusieurs Doliprane en même temps, en fait. Il n'y a pas de risque de surdosage et le foie ne risque rien. Ça, c'est top. Donc ça, c'est quand même un point hyper intéressant malgré tout. Hein, et notion qu'on n'a pas complètement en kiné, alors qu'encore une fois, c'est pas nous qui le disons, en tout cas, c'est pas notre point de vue. Hein. On retrouve ça dans la littérature avec des gens qui ont fait quand même des études suffisamment sérieuses. Tu les connais mieux que moi d'ailleurs, mais... Alors là, j'aurais pas de nom en tête, mais c'est vrai que cette idée dans laquelle, finalement, comme c'est une réaction neurologique, vous n'êtes pas obligé de manipuler l'étage qui est douloureux. Nous, en pratique, au quotidien, c'est vachement intéressant parce qu'on est souvent limité par la douleur du patient et le fait de pouvoir manipuler à distance fait que vous êtes tout aussi efficace. Alors, ça ne marchera pas si vous allez manipuler une talocrurale pour une cervicalgie, hein, on est d'accord. Mais si vous allez manipuler finalement une cervicale... basse pour une douleur cervicale haute, sachez que la sensibilité à la pression va être à peu près équivalente d'un point de vue diminution. Donc c'est hyper intéressant. Ça, c'est une notion que je pense que vous n'aviez peut-être pas complètement avant de venir, qu'on n'avait pas quand moi j'ai fait mes études, évidemment. Et il y a quelques années, allez, je dirais une douzaine d'années, comme ça, il y avait eu une étude de sortie qui disait on prend 100 personnes chez qui on fait à tous un diagnostic. On émet une hypothèse diagnostique de il a tel type de lésion et machin. Et finalement, il y en a 50 qu'on va traiter selon la dysfonction mécanique et 50 qu'on va traiter volontairement n'importe comment. Eh bien, entre les deux, il n'y avait pas un gros écart statistique. Ce qui rejoint complètement ce que vient de dire Pierre, en fait. L'aspect mécanique. Alors, si en plus vous avez un peu d'aspect mécanique, tant mieux, et ça ne doit pas être complètement négatif, bien évidemment, mais quelque part, on n'est pas obligé d'avoir cette recherche. Alors, ça, c'est bien parce que quelque part, on peut être pas hyper fort en diagnostic ou être un peu gauche même au début. Ce qui compte,
c'est pas tant votre capacité à dire que c'était, comme tu le disais, le relief osseux comme ci ou comme ça. Évidemment, c'est mieux si vous arrivez à le faire et c'est plutôt tant mieux. Et si je prends Pierre, si je prends Stéphane qui était avec nous tout à l'heure et moi et qu'on prend tous les deux, enfin tous les trois un patient et qu'on fait le même test, notre palpation entraînée fait qu'on devrait trouver quelque chose qui n'est pas complètement déconnant, en précisant toujours en plus que la palpation, on ne la sort pas complètement du contexte, évidemment. On l'a fait dans un contexte où on a compris l'entretien, enfin l'interrogatoire avec le patient, l'entretien clinique, et que du coup on va faire notre examen clinique à dessein des infos qu'on a pu trouver, quoi. Voilà. Et du coup là ça commence à avoir du sens et du coup la manip du coup a de l'intérêt là. Est-ce que vous avez des questions ? Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez dit que si on fait une mobilisation au niveau, par exemple, de la cheville, ça n'aura pas un impact sur la douleur qu'il y a au niveau des cervicales, si on suit le raisonnement? Parce qu'effectivement, on est sur cette notion de câblage. Donc, tu fais une réaction neurologique dans une zone, mais elle est intégrée quand même malgré tout sur un étage. Et là, tu es sur une intégration qui est très éloignée au niveau du système nerveux. Alors, à dire vrai, c'est juste de la logique parce que ça n'a jamais été testé. La seule chose qu'on sache, c'est que globalement, sur une zone relativement proche, peu importe l'étage de manipulation que tu vas choisir, en fait. L'effet, au niveau de la sensibilité à la pression, notamment parce que c'est là que ça a été testé, n'est pas très différent. C'est-à-dire que tu vas tester une sensibilité à la pression au niveau de C3, tu manipules C3, C4, C5, C6, C7, c'est la même chose. La modification de la sensibilité à la pression va être la même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 sont innervés globalement par les mêmes étages avec des entrecroisements d'étages. Donc l'info que tu balances en C3, C4, C5, finalement, elle est intégrée sur ces étages-là. Mais elle n'est pas intégrée au niveau sacré. Voilà l'hypothèse, parce que ça n'a jamais été testé. Mais si tu veux, monte un truc. C'est pas très compliqué. Tu testes une sensibilité à la pression au niveau cervical, avant, après manipulation, et tu regardes les différences. Si tu réussis à le valider, tu justifieras beaucoup de gestes faits un peu à l'arrache et faits sur des notions complètement délirantes en ostéo et en chiro. Voilà. Tu auras du public. En ostéo, on en a vu effectivement qui nous racontaient des théories que telle vertèbre était reliée à telle autre par des schémas qui tenaient juste sur leur schéma en papier en fait. Physiologiquement, il n'y avait pas grand-chose et ils nous montaient... j'ai même oublié le nom des schémas qu'on nous présentait là sur les lois. Pas Frayette, hein, non, d'autres. Je les ai joyeusement oubliés, les autres. Mais voilà, donc c'est juste comprendre que notre modèle explicatif, il a évolué et que vraisemblablement, avant que je sois à la retraite, il évoluera même encore. Voilà. Ça veut pas dire que pour autant on change complètement notre geste et notre manière de faire. On change un peu la panoplie aussi de nos indications quelque part. Voilà. Alors Pierre vous a dit un truc, lui il n'est pas tellement dans l'élevé de tension au départ. Moi j'adore ça. Mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour s'apprivoiser un peu avec le patient, de commencer à lui mettre gentiment de la contrainte. Et quand Pierre parle de l'aspect neurologique, là il vous dit pour réafférenter, pour remettre une info qui crée finalement ni plus ni moins que du get control. Hein. Là, quand je fais mes levées de tension, est-ce que ma réaction elle est dans la mécanique pure et dans l'allongement du muscle? La réponse est a priori plutôt non. Hein. Voilà. Est-ce que finalement la réponse elle est autant dans le fait de réafférenter, de remettre de l'info dans le système? Probablement en fait. Voilà. Donc toi c'est pas ta culture. Moi j'aime bien au début. Peut-être parce que je suis raide et que je rêve de m'assouplir un jour, mais c'est pas bien parti pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous allez manipuler vos patients ou pas ? Juste, tableau clinique simple. Douleur en aigu, lombaire, localisée en paravertébrale à gauche, sans diffusion. Ok. Sensibilité à l'extension lombaire, pas de réponse neurologique.
Qu'est-ce que vous faites en premier? T'es allé vite là, tu veux pas la refaire, pas trop vite? Toi, t'attaques sur la levée de tension. Ouais. Les autres, vous attaquez sur quoi? Tu attaquerais sur de la manip, éventuellement? Ouais. Quel serait ton facteur limitant par rapport à cette manipulation? S'il n'y a aucun trajet neurologique, que j'ai fait tous mes tests, il n'y a pas forcément de contre-indication en soi, que j'ai fait une anamnèse poussée. J'ai des bons résultats sur ce type de douleur assez ciblée en général, sur la manipulation lombaire. Félicitations, tu es conforme aux guidelines hein, pour le coup. Parce que par exemple, si vous allez proposer soit de l'information thérapeutique, soit du massage, soit d'autres trucs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité de toutes ces techniques-là est moins bonne que celle de la manipulation. Et donc, si on doit faire qu'un seul truc, ce serait plutôt ça en fait. La difficulté, c'est souvent le confort de réalisation et la facilité et l'habitude en fait. C'est ce qui se passe à la maison quand on te fait chier et qu'on te dit « Ah, j'ai mal là et tout ». Bon, tu prends, tu fais une manip et tu te casses. Quoi. Oui, ça résume mon activité thérapeutique à partir de 23h30. Exactement. Quand ta femme te dit « Ah, je suis mais bloqué ». Mais je suis conforme d'un point de vue littérature. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bien. Effectivement, le premier point, c'est quand même... Alors, je vais faire exprès de te poser la question autrement. Dans quel cas tu manipulerais pas alors? Sur des cas qui appartiendraient peut-être plutôt à quelque chose qui serait proche du red flag, c'est-à-dire dans les cas de suspicion. Alors, suspicion de fracture, normalement, ça n'aurait pas passé votre filtre, vous auriez arrêté la consultation avant. Mais des fois, vous avez des subinstabilités, des hypermobilités. Sur ces hypermobilités, la manipulation est strictement à double tranchant. C'est vraiment la catégorie de patients, vous savez, qui veulent vous consulter 2 fois par semaine pour que vous alliez les manipuler. Toi qui manipules, tu dois en avoir des comme ça. Et ces patients-là, finalement, la manipulation est à double tranchant et souvent, je ne les manipule plus à moins qu'on ait trouvé une activité qui permette de recruter son système musculaire. En fait, c'est un peu la récompense. Tu veux une manipulation? Tu vas bosser avec des haltères. Prends la kettlebell. Okay. Et après, effectivement, tout ce qui va être un peu plus loin, c'est-à-dire que je peux me permettre de mettre en contrainte la structure. Et si j'ai une réponse neurologique adverse, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des fourmis dans les pieds, etc. Là, pour le coup, c'est une contre-indication au geste. Ce qui va avec l'idée de vraiment le sujet hypersensible. Et à chaque fois que vous le manipulez, vous créez une forme d'hyperalgie, d'hyperesthésie, en fait. Voilà. Ça, c'est un critère et c'est ce qu'on appelle le patient irritable, un peu. Hein. Mais en fait, alors plein de fois dans la littérature ou en cours, quand on nous le donne comme un truc où c'est écrit sur sa tête, en gros, qu'il est irritable, en fait. Souvent, c'est pas écrit. Hein. Vous l'apprenez un peu à vos dépens du patient que vous allez chercher à traiter et vous allez le manipuler 1 fois, 2 fois, machin, et à chaque fois, là, il flambe un peu sa douleur. Vous pouviez pas toujours le prédire, en fait. Voilà. C'est un peu a posteriori que ça arrive. L'autre point, effectivement, c'est tout ce qui est drapeau rouge, quoi. Est-ce que vous savez à combien on estime le risque manipulatif ? 1 pour 4 millions. En lombaire. Hein ? En lombaire. En lombaire. Et en cervical ? 1 pour 1 million, en sachant que ça a été fait avant que les guidelines par rapport au risque cervical ne soient réellement entrés en ligne de compte. Et globalement, il suffit de 3 questions au total sur la présence de symptômes périphériques, voire de tests dynamiques, notamment sur des tests prémanipulatifs, entre autres, pour écarter ce risque-là et de le rendre quasi nul, en fait. Donc, alors, c'est principalement sur des chiro. Ouais, alors, c'est principalement... Les chiffres ont plutôt été faits chez les chiro. Après, voilà. Nous, on est au Conseil de l'Ordre à Paris. Ouais. Globalement, en cas de... on a eu un cas de problème de manipulation cervicale en
Moi, ça fait 10 ans. Toi, ça fait combien de temps que j'y es? Moi, au Conseil d'Ordre, ça fait 14 ans maintenant. Ok, voilà. En revanche, on va pas se voiler la face. Je suis à côté de la Pitié. À la Pitié, tous les jours, ils reçoivent des gens qui ont été manipulés et qui ont un problème. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le geste. Ça veut dire qu'il faut appliquer le geste aux personnes qui peuvent le recevoir et surtout écarter ceux qui ne peuvent pas le recevoir. Et donc là, c'est plutôt de la formation à l'évaluation plutôt que du geste technique. Alors après, si tu peux ne pas manipuler comme un boucher, c'est mieux aussi. C'est effectivement toujours ce critère de l'intensité. Comme, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la kiné du sport, là, dans la littérature, aujourd'hui, il faut étirer ou il ne faut pas étirer. Sauf qu'en fait, mais purée, c'est quoi cet étirement? Parce qu'il y a l'étirement, ça c'est de l'étirement, et là comme ça c'est de l'étirement aussi en fait. Et on te met le mot étirement, et dans la littérature derrière c'est débrouille-toi. Est-ce que la manip, moi pour bien connaître Pierre, il a beau vous dire qu'il manipule tous ses patients, il manipule comme une fiotte. Il est hyper doux, il met pas d'intensité, il peut manipuler tout le monde, il fera jamais rien en fait. Il fera jamais rien de négatif parce qu'il a une intensité très faible, il a beaucoup de sensibilité, il trouve la voie de passage. Là où vous avez des gens, quand ils vont manipuler, ils y vont franco de port voilà. Et donc le risque manipulatif, il dépend aussi tellement de la personne qui manipule et de comment il veut manipuler. On connaît un ami, Firas, qui fait partie de l'AAMT, Académie américaine de manipulation vertébrale. Là. Eux, ils y vont... Quand Pierre il met le plus fort de ce qu'il veut et peut mettre, il est à 50% de ce que l'autre il met en permanence, quoi. Alors, chacun verra midi à sa porte, chacun lira l'étude qu'il a envie de lire. Firas vous dira que lui, ils ont fait une étude et c'est la qualité de l'impulsion qu'ils ont mis comme critère d'efficacité dans la manipulation. Et en gros, plus que tu mets fort, mieux que c'est. Nous, c'est pas notre école. Voilà, c'est pas notre vision. On pense que manipuler fort n'a pas forcément un intérêt majeur et puis après, tout dépend aussi de la personne que tu as. Tu as des gens... alors ça, c'est Cléland, Joshua Cléland qui nous racontait ça quand il était venu à Paris, là, nous voir, où il disait, au final, la manip vertébrale a toujours un effet positif, mais peut avoir quelques effets secondaires. Et du coup, ils avaient randomisé ça en est-ce que la personne a un avis positif préalablement préconçu ou un avis négatif. Et ils montraient que pour le même manipulateur et machin et tout, ce qui donnait le plus de situations iatrogènes, on va dire, hein, sans parler de paralysie, hein, c'était les gens qui avaient une idée négative au préalable de la manip. Quand tu as compris ça, tu as parfois le patient ou Madame Michu, pour ne pas la citer, qui te dit « Ah non, moi, j'aime pas être manipulé ». Si tu la manipules quand même alors qu'elle ne veut pas, pourtant, tu as fait la même manip qui n'a pas créé plus de lésions tissulaires qu'autre chose, mais elle va te créer un petit effet secondaire, elle va... Voilà. Donc clairement, c'est positif. Maintenant, l'intensité, le risque dépend quand même un peu de l'opérateur. Et quand tu dis finalement, faut être le geste n'est pas compliqué. Et d'un autre côté, manipuler des cervicales, il faut quand même une relative habitude. Il faut une relative finesse, ouais. Si on revient sur les chiffres qu'on a donnés, c'est 1 à 3 à 4 millions ou 1 à 1 million comme élément adverse, et considéré comme élément adverse des tensions musculaires. Hein. C'est-à-dire qu'on commence là. Et c'est le truc principal. Ils ne sont pas tous morts après. Okay, il y a encore quelques survivants. Et c'est surtout en fait, ces éléments-là qu'on a en élément adverse, je vais y arriver, en post-manipulatoire. C'est heureusement assez rare. Donc voilà. Donc finalement, des réelles contre-indications, il n'y en a pas tant que ça. Tu nous as parlé des drapeaux rouges. Tout le monde connaît l'acronyme TINTIV.
Comme Tintin, sauf que vous remplacez le dernier N par un V. Traumatique, inflammatoire, neurologique, tumoral, infectieux, vasculaire. C'est les 6 grandes catégories de drapeaux rouges, de red flags, de contre-indications relatives, parce qu'une fracture, vous allez finir par vous en occuper peut-être un jour ou l'autre. Mais en première intention, ce n'est pas vous qui allez traiter la fracture, c'est l'orthopédiste, voire le chir pour le faire. Voilà, ça peut être un traitement orthopédique ou chirurgical, mais en première intention, ce n'est pas vous. Voilà. S'il y a une vraie maladie inflammatoire type pelvis, spondylite, rhumatismale, maladie de Forestier et compagnie, ce n'est pas vous qui êtes le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupera pas et qu'on ne le manipulera jamais. Mais en première intention, ce n'est pas vous. Voilà. Donc c'est déjà quand même l'autre point pour réduire le risque manipulatif, évidemment, c'est d'avoir écarté ceux qui ne doivent pas être manipulés, quoi. Voilà. J'en ai une de plus. Vas-y, fais-toi plier. La règle de Jean-Claude Duss. Si tu le sens pas, tu le fais pas. Mais ça marche très très bien. Ouais, je rejoins complètement Pierre. Je vais dire un truc qui est absolument pas EBP, même si on tend à un raisonnement plutôt scientifique, EBP, cartésien, et de pas faire de la merde chez nous en tout cas. Mais il y a votre intuition clinique. Alors c'est pas j'ai eu l'intuition que je pouvais faire n'importe quoi, alors je fais n'importe quoi. Mais c'est dans l'autre sens. Il y a des fois, il y a un truc qui pue. Vous ne savez pas exactement dire pourquoi, mais vous sentez que c'est pas top. Et ben quand c'est là, le faites pas, quoi. Si tu le sens pas, le fais pas, Bernard. Ça marche quand même bien et c'est un bon truc. C'est de l'intuition clinique. Cette notion que les femmes ont un peu plus que nous. Vous savez, ce 6e sens un peu là que vous avez et que nous on n'a pas trop. Nous on est bêtes, on fonce dans le mur quand même. On finit sur le périph. On finit éclaté sur le périph. Ouais, voilà. C'est vrai que tu as mal fini, toi. Et moi c'était à la Salpêtrière. Mais du coup, c'est cette intuition clinique de faut pas le faire, qui est souvent en fait un ensemble de signes que vous n'avez pas mis de manière complètement algorithmique, bien précis et bien pointu, mais qui fait qu'à la fin vous vous dites je suis pas hyper bien parti, quoi. Voilà. Donc ça, gardez ça en tête. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tu leur conseilles quoi pour se former, Pierre ? Non, je leur conseille de lire parce que c'est toujours très très important, mais si vous voulez, je peux vous apprendre à manipuler en thoracique en moins de 5 minutes. On fait ça ? Ouais, vas-y. Ouais, c'est parti. Carrément chaud. Pardon. Non, mais je te le tiens si tu veux. Donc voilà. Non, tu te mets face à moi. Donc vous allez prendre le patient face à vous. Vous allez utiliser la base de vos pouces et vous allez vous placer de part et d'autre des épineuses. S'il a une zone douloureuse, tu as une zone douloureuse ? Non. Bon, si tu n'as pas de zone douloureuse, du coup, moi je vais choisir une zone qui bouge un petit peu moins parce que c'est plus facile. Je vais me placer de part et d'autre des épineuses ici là. Je vais ensuite prendre le patient. Je vais croiser mes doigts ici, et puis tu bouges pas, tu restes là, promis, ça va bien se passer. Je vais te décaler vers moi, ici, et là je vais créer une légère extension lombaire, hop, puis thoracique, ici, puis ça va bien ? Ça va. Tu es d'accord pour que je te manipule ? Avec plaisir. C'est parfait, tu vas inspirer, tu vas souffler, et on va juste accélérer ici. Okay. On ne recherche pas forcément la cavitation, j'ai pas perçu de cavitation là. Voilà. Mais l'accélération seule suffit à déclencher de l'antalgie. Okay. Vous voulez tester ? Alors, justement, moi je suis à côté de la garde républicaine, ils sont plutôt gaillards les garçons, et pas moi. Et donc du coup, moi je fais 63 kilos, des fois il y a des différentiels de poids qui sont assez importants, et là je peux manipuler, mon record c'est 155 kilos.
Attends, il y a un truc, il y a un piège. Enfin, il y a un trick. C'est quand tu passes ici, tu passes dessous ici. Donc du coup, normalement, alors oui, le tongien, là, ça va peut-être pas marcher parce qu'effectivement, lui aussi, mais normalement, au niveau thoracique bas, c'est moins large qu'en haut, tu vois. Et donc, tu peux passer ici, là, et jouer là-dessus. Ouais, mais des fois sur la table, moi cette technique-là, je l'utilise parce que des fois sur la table, je fais pas le tour. Pourtant, j'ai un peu des bras d'orang-outan aussi, quoi. Mais là, ça me permet d'accéder à des zones et du haut jusqu'en bas du rachis thoracique sans réellement forcer. Vous voulez Vous voulez essayer ou pas? Pierre est notre petit chabal. Jusque-là. Jusque-là. Et moi, j'ai la même technique que je fais assise. Hein, la plupart du temps, je les assieds en bord de table et je viens me mettre au bout et je fais le même truc. Voilà. Mais... Et non, justement, parce que là, le poids est un truc intéressant. C'est-à-dire que quand il vient se décaler vers l'avant, en fait, comme je le tiens, ça me permet de créer en fait, une pré-contrainte qui est vachement plus simple. Et je n'ai pas à forcer avec les mains. Il suffit juste que je le laisse descendre, en fait. Ouais, mais ça crée... Mais teste-le si tu veux. Et si tu veux un lourd, il y a moi. Fais dans l'autre sens. Ouais. Remonte un peu ici, voilà, prends un point de contact ici. Tu mets tes deux bases de colonne de pouce de part et d'autre de mes épineuses, au plus près des surfaces articulaires. Tu croises les doigts. Bon, alors là, je ne vois pas, tu sais. Voilà, mais ça fait à peu près cette contrainte-là. Puis tu commences, tu fais une flexion de coude pour faire une pré-contrainte. Tu me bascules ici, tu vois, ça fait une extension. Et là ensuite, il suffit juste que tu accélères vers l'avant, vers le haut. Pas compliqué. Pour les costauds, c'est vachement intéressant. Ça peut être pratique. En tout cas, comme on a dit, il y a 1000 techniques. Hein. Mais c'est là que tu vois que c'est solide le corps humain, quoi. C'est comme ça qu'on passe de 1 à 4 à 1 pour 1 million. Oh putain. Ouais. Manipulation cervicale, post-tampon au rugby. Après, avec un mec qui a fait... Et nous, moi j'ai 4 enfants, on a numéro 2, là, il nous a fait ça le 9 décembre. Il a match le dimanche, donc il gagne. Donc bon, quand c'est là, il rentre plutôt vers 3-4 heures du matin, frais comme un gardon. Et donc il m'appelle le matin à 9 heures en me disant... je peux plus bouger la tête. Je lui fais écoute, c'est bien. Ouais. Il me dit il y a une minerve. Je lui fais ouais, il y a une minerve. Il me dit t'es là. Je fais bah non, je suis 9h du matin, t'es gentil, je suis parti travailler moi. Et donc il me rappelle une demi-heure après, il me dit je peux pas bouger et tout. Donc il est parti. Je lui dis file aux urgences. Hein, enfin voilà. Et fracture de cervicale. Voilà. En fait, il a pris un tampon. Enfin, il est allé au plaquage. Il a plaqué comme un bœuf. Il a la tête solide. Ouais. C'est les cervicales qui n'ont pas suivi. Fracture de cervicale, alors non déplacée. Mais il a eu sa minerve pendant 3 mois. Clairement, tu es content de ne pas l'avoir manipulé comme un teubé sur le terrain. Et d'où cette première lettre dentintive qui est devant un vrai traumatisme. Beauté en touche, quoi. Enfin, sauf si vous savez que vous pouvez y aller. Mais en cervicale, il n'y a rien qui justifie de prendre un risque, surtout pour un match de rugby de neuneux, comme c'est son cas, quoi. J'avais le cas d'une patiente de 80 ans qui venait me voir parce qu'elle avait fait une chute dans les escaliers sur le coccyx, quoi. Et en fait, elle voulait que je lui remette en place le bassin. Voilà. Donc, j'étais obligé de lui dire non, il va falloir aller faire quelques petits examens complémentaires parce que là. Et c'est un peu le problème du narratif, c'est-à-dire que quand le narratif c'est tu t'es déplacé la vertèbre, il faut la remettre en place. C'est ça. C'est que alors là pour le coup c'est chute ou si tu vraiment t'as tapé un bus pour déplacer un bassin si tu veux. C'est ça. Donc et tant qu'il y aura ce narratif-là, le risque sera présent parce que quel est le correctif par rapport à la douleur de cette patiente-là, c'est remettre en place finalement la surface articulaire, remettre en place l'os. Sauf que en fait, ça ne correspond pas à la réalité, quoi.
Est-ce que du coup, ces mobilisations rapides, on peut les faire sur les scolioses, scolioses genre 39 degrés, enfin. Oui, mais là, à part l'antalgie, le reste de la littérature te dit effet, non. Mais après, si ça te permet derrière d'aller mettre en place des exercices correctifs de manière beaucoup plus rapide, qu'ils les fassent plus facilement, etc., bah là, tu as gagné vraiment une partie d'une bataille, quoi. Et est-ce que dans ta scoliose, tu veux améliorer sa douleur ou sa gêne transitoire, ou est-ce que tu penses modifier sa statique? Tu modifieras pas la statique. Par contre, une scoliose, ça fait pas mal du tout au long de la vie. Ça fait mal à certains moments, mais comme monsieur tout le monde. Et à ce moment-là, ça peut avoir du sens de le faire. Ouais. C'est pas du tout interdit. Robert, à l'époque, qui en a quand même fait beaucoup, disait qu'il faut même les améliorer, mais pas forcément dans le sens correctif, parfois dans le sens presque de l'aggravation, mais pour leur redonner un peu de mobilité, de compensation, en fait, et que ça aille bien. Je rentre pas dans le détail, on pourrait en débattre longuement. Une patiente qui venait me voir parce qu'elle avait des douleurs de dos chroniques et elle me disait que c'était lié à sa scoliose et tout le monde lui avait dit que c'était lié à sa scoliose et en fait c'était de la spondylarthrite influente. Les erreurs diagnostiques. Et là, vous comprenez que finalement, et après on va libérer, enfin pour le truc d'après que je co-anime encore, mais vous comprenez l'importance du diagnostic et de manière forte. On a vraiment, et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, cette envie évidemment de vous apprendre la technique, mais en comprenant que la technique, c'est presque la partie pauvre. Et ce qui nous intéresse, au contraire, c'est tout l'aspect raisonnement clinique qui est majeur, diagnostic différentiel qui nous tient à cœur, parce que tant que tu ne poses pas le bon diagnostic, tu ne peux pas proposer le bon traitement. On avait écrit en 2007 ou 2008 un article qui s'appelle « Arrêtons de soigner la lombalgie », dans le sens où il n'y a pas une lombalgie, mais il y a des lombalgies avec des étiologies différentes, et qu'à partir du moment où j'ai une hernie discale ou un dérangement intervertébral mineur, ce n'est pas du tout le même traitement. Et ben, tant que je ne comprends pas ça, alors je ne progresse pas. Et en fait, en kiné, on a trop souvent voulu faire des protocoles de traitement où on fait toujours pareil pour tout le monde et on se fait des trucs comme ça. Et on est intimement convaincu que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. En tout cas, nous, on se bat pour ne pas faire ça et pour faire autre chose. Voilà. Les journées sont plus courtes. Oui. Moins pénibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si besoin, Pierre peut continuer à répondre à vos questions. Oui, je suis au stand ITMP, avec plaisir. À 28. Merci beaucoup. Et donc là, on va enchaîner avec Alix et Milo. Et on va parler de l'installation. Mais Sébastien, on va couper tout. Allez, viens. Ils sont toujours allumés ou faut appuyer ? Non, ils sont allumés. Ok.